Bon retour à tous. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de laisser vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Entrons dans le vif du sujet. Je m'appelle Lydia Bennett, et le jour où mon mariage s'est brisé n'a pas eu lieu lors d'une dispute ou d'une confession dramatique. Cela s'est passé au beau milieu d'une visite immobilière, alors que mon mari et moi nous tenions dans un appartement moderne et lumineux au 12e étage d'un immeuble élégant du centre-ville de Chicago. Les fenêtres étaient si propres que la ville paraissait plus nette à travers elles, comme si la ligne d'horizon avait été retouchée. L'endroit appartenait à un homme qui avait passé des années à l'étranger et parlait allemand avec aisance. J'ai fait semblant de ne pas comprendre un seul mot de ce que lui et mon mari se disaient. J'ai gardé un visage calme, les mains croisées, une posture silencieuse, comme si je n'étais là que pour hocher la tête devant les plans de travail et sourire au vu. Mais c'est alors que j'ai entendu une phrase qui a fendu mon monde en deux, et j'ai réalisé que je vivais dans l'idée que quelqu'un d'autre se faisait du mariage depuis 15 ans. Pendant la majeure partie de notre mariage, j'avais été la conciliante, la femme silencieuse, la femme qui faisait tourner la maison et gardait ses pensées enfouies avant même qu'elles n'atteignent ses lèvres. Calvin, mon mari, aimait qu'il en soit ainsi. Il avait un poste important, une voix forte et la ferme conviction qu'il en savait naturellement plus sur tout. Je travaillais dans la comptabilité dans un petit cabinet près de la rivière, le genre d'endroit où l'on connaît la commande de café de tout le monde dès le 2e mois. Mon salaire couvrait les besoins de base, mes avantages sociaux nous assuraient une stabilité, et mon éthique de travail était la seule partie de moi-même que je ne le laissais pas réduire. Pourtant, même cela, Calvin parvenait à le présenter comme une contribution plus petite que la sienne, plus petite que ses ambitions, plus petite que la vie qu'il croyait construire avec ou sans moi. Au début de notre mariage, j'ai confondu sa certitude avec du leadership. C'était réconfortant au début, comme d'être avec quelqu'un qui pouvait se reposer sur sa confiance. Il gérait nos vacances, nos achats, nos week-ends. Il choisissait les restaurants comme il choisissait les chaînes de télévision, comme si mes préférences étaient des suggestions qui pouvaient être ignorées sans conséquence. Si j'émettais une opinion qui ne lui plaisait pas, il la rejetait d'un geste de la main ou d'un soupir las, comme si mes pensées étaient de petits désagréments plutôt que de vraies idées. J'ai appris à parler prudemment en sa présence, à adoucir une phrase avant qu'elle ne soit prononcée, à éviter l'expression sur son visage qui signifiait que j'étais devenu une corvée pour lui. La maison est l'endroit où la plupart des gens relâchent la pression. Pour moi, la maison était devenue l'endroit où je retenais mon souffle. Calvin remplissait chaque recoin de notre vie de ses routines et de ses décisions. Même nos soirées suivaient un scénario. Il s'installait dans le salon avec la télévision assez forte pour résonner dans le couloir, et je dérivais silencieusement dans l'appartement, cuisinant, nettoyant et bougeant comme une ombre qui n'existait que pour que les choses se passent bien. Plus je devenais silencieuse, plus tout semblait facile pour lui, et plus cela devenait difficile pour moi. Avec le recul, je vois à quel point l'érosion était subtile. Ce n'était pas une seule phrase cruelle. C'était le goutte-à-goutte constant de ne pas être entendu jusqu'à ce que ma propre voix commence à me sembler étrangère dans ma tête. Je suis resté pour des raisons qui semblaient nobles quand je les prononçais à voix haute. Je suis resté parce que je croyais que la patience pouvait ramener ce que nous avions perdu. Je suis resté parce que je pensais que l'amour signifiait faire plus d'efforts. Je suis resté parce que je me disais que j'étais le problème, que si j'étais plus confiante, plus intéressante ou plus décisive, Calvin me traiterait à nouveau comme une partenaire. Il y a eu des nuits où je me tenais devant le lavabo de la salle de bain, en me brossant les dents, et où j'essayais de me rappeler la dernière fois où j'avais ri sans vérifier son humeur au préalable. Il y a eu des matins où je le regardais nouer sa cravate dans le miroir et où je me demandais s'il remarquait seulement que je me tenais derrière lui. Le mariage n'a pas explosé. Il s'est étiolé. Il a rétréci ma vie de la même manière qu'un couloir se rétrécit quand on continue à fermer des portes. Mon tournant n'est pas arrivé avec un feu d'artifice. Il est arrivé tranquillement, déguisé en curiosité lors d'une nuit ordinaire. J'avais nettoyé la cuisine, essuyé les plans de travail et empilé les assiettes dans le lave-vaisselle pendant que Calvin regardait un match dans le salon. L'appartement sentait le nettoyant au citron, et le dîner pendant lequel nous avions à peine parlé. Quand je me suis assise avec mon téléphone, une publicité a glissé sur mon écran pour un cours d'allemand en ligne gratuit. J'ai failli la faire défiler, mais quelque chose m'a fait faire une pause. C'était peut-être l'idée de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. C'était peut-être le besoin de sentir mon esprit s'élargir à nouveau. J'ai cliqué sur le lien avant de pouvoir me dissuader,
et cette petite décision est devenue la première porte de sortie de la vie dans laquelle je me sentais piégé. Au début, j'étudiais 15 minutes par soir, chuchotant des mots simples pendant que la télévision de Calvin remplissait le salon. Je gardais la porte de la chambre presque fermée, laissant le bruit couvrir les sons discrets de mes leçons. Le secret rendait la chose électrique. Non pas parce que je voulais mentir, mais parce que je voulais une chose dans ma vie que Calvin n'avait pas le droit de commenter. 15 minutes se sont transformées en 30. 30 se sont transformées en 1 heure. Bientôt, j'ai eu un cahier glissé sous une pile de couvertures pliées, rempli de listes de vocabulaire et de tableaux de grammaire écrits en colonnes soignées. Je repassais des clips de prononciation jusqu'à ce que ma langue cesse de trébucher. Je m'entraînais sous la douche, dans l'ascenseur au travail, dans ma voiture avant d'entrer au bureau. Les progrès m'ont surprise. J'ai commencé à comprendre de courtes vidéos sans sous-titres. Je pouvais lire des articles basiques et reconnaître des phrases sur des panneaux lorsque je traversais des quartiers internationaux de la ville. L'application louait même ma prononciation, et à chaque fois, je sentais une étincelle grandir en moi, mais je ne l'ai jamais dit à Calvin. Non pas parce que j'avais l'intention de le cacher pour toujours, mais parce que la pensée de sa réaction me serrait la poitrine. Je pouvais déjà entendre sa voix qualifiant cela d'inutile, de stupide, de superflu. Il demanderait pourquoi j'apprenais une langue qui n'avait rien à voir avec mon travail ou notre vie. Sous ces mots se cacherait le même message qu'il délivrait toujours lorsque j'essayais de revendiquer de l'espace. Tu vas abandonner, tu perds ton temps, tu n'en es pas capable. Alors je l'ai gardé pour moi, et cette petite poche de solitude est devenue le seul endroit où je ne me sentais pas jugé. C'était à moi, intouché par ses opinions, ma rébellion silencieuse, ma liberté silencieuse. Je ne réalisais pas alors que ce secret deviendrait un jour la chose qui me sauverait. Je savais seulement que lorsque j'étudiais, je me sentais à nouveau comme une personne. Je sentais mes pensées cesser de se rétrécir. Je sentais mon esprit se réveiller d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. J'ai commencé à me tenir un peu plus droite au travail. J'ai commencé à parler un peu plus lors des réunions. Personne là-bas ne me disait d'être plus petite. Personne ne riait quand je mentionnais une nouvelle compétence. Le contraste me faisait mal. Le matin où tout a changé, Calvin est entré dans la chambre en tenant son téléphone comme s'il avait découvert un trésor. Il m'a dit qu'il avait trouvé un appartement mis en vente par un homme nommé Damien Holloway, et selon Calvin, c'était la meilleure option que nous ayons vue depuis des mois. Il ne m'a pas demandé ce que j'en pensais. Il a simplement annoncé que nous irions le visiter le lendemain. J'ai hoché la tête par habitude, mais à l'intérieur, j'ai senti ce tapotement silencieux dans ma poitrine à nouveau, celui qui avait commencé des mois plus tôt quand j'avais cliqué sur ce cours de langue. J'ai pensé au cahier sous les couvertures. J'ai pensé à tout ce que je comprenais maintenant. Puis un plan s'est formé si vite qu'il m'a surprise. Je ne dirai rien pendant la visite et je ferai semblant de ne comprendre aucun allemand du tout. Je voulais voir comment Calvin parlait quand il croyait que je ne pouvais pas entendre la vérité. Le lendemain, le hall de l'immeuble sentait le café frais et la pierre polie. Une réception élégante se tenait sous un éclairage moderne qui faisait tout paraître cher, même l'air. Calvin a regardé autour de lui fièrement, comme s'il avait construit l'endroit lui-même. Il a gardé sa main dans le bas de mon dos, ni douce, ni cruelle, juste pour me guider. Me dirigeant comme il le faisait toujours. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 12e étage et les chiffres clignotaient au-dessus des portes comme un compte à rebours. Calvin a parlé de la superficie et de la valeur de revente avec le ton qu'il utilisait quand il pensait être impressionnant. J'ai écouté sans réagir, tenant mon sac à main près de moi, le visage calme, la respiration régulière. Damien a ouvert la porte avec un sourire chaleureux. Il était grand, calme, le genre d'homme dont la présence rendait une pièce plus lumineuse. Sa poignée de main était ferme, sa voix posée. Calvin est immédiatement passé à l'allemand comme je savais qu'il le ferait. Damien a répondu sans hésitation et leur conversation a coulé rapidement, remplie de rires polis et de tons confiants. Je me suis légèrement écarté sur le côté, près d'un mur où la lumière des fenêtres frappait mon visage, et j'ai gardé une expression neutre. Damien s'est excusé pour ce qu'il a appelé un petit désordre, même si l'appartement avait l'air impeccable. Les plans de travail de la cuisine brillaient. Les planchers semblaient fraîchement cirés. L'endroit semblait mis en scène comme un futur attendant une décision. Pendant que Damien parlait, j'ai écouté attentivement. Calvin se tournait vers moi de temps en temps pour traduire de petits morceaux, mais ses versions étaient plates et incomplètes. Quand Damien a mentionné que la gestion de l'immeuble était réactive,
Calvin m'a dit qu'elle n'était que moyenne. Quand Damien a expliqué que les voisins étaient pour la plupart des professionnels qui appréciaient le calme, Calvin a haussé les épaules et a dit que c'était un immeuble normal. Calvin a même ajouté des commentaires que Damien n'avait jamais dit, façonnant l'appartement en quelque chose qui correspondait à son propre programme. C'était subtil au début, puis évident. Il contrôlait le récit juste devant moi, décidant de ce que j'avais le droit de savoir et de ce que j'avais le droit de ressentir. J'ai traversé l'appartement lentement, laissant le bout de mes doigts planer près du bord d'un plan de travail, laissant mes yeux s'attarder sur les larges fenêtres et les lignes épurées. La vue sur la rivière coupait la ville comme un ruban. J'ai chuchoté que j'aimais ça. Calvin l'a balayé d'un signe de tête rapide avant de se retourner vers Damien. Son attention est restée sur la conversation qui le faisait se sentir supérieur. Je l'ai regardé rire de quelque chose que Damien a dit, puis j'ai vu son expression se durcir lorsque la conversation a dérivé vers la paperasse. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que j'avais évité d'admettre pendant des années. Calvin aimait les parties de la vie où je restais silencieuse. Il ne préférait pas seulement mon silence. Il en dépendait. Nous sommes finalement revenus au salon où Damien a offert du café. Calvin a accepté avant que je ne puisse répondre, comme si mes préférences étaient un détail mineur dans une conversation destinée à de plus grands esprits. Je me suis assise sur le bord du canapé, les mains étroitement croisées sur mes genoux. Mon rythme cardiaque a grimpé si haut que je l'ai senti dans ma gorge. Damien a parlé chaleureusement de ses années dans l'appartement, de l'acceptation d'une opportunité d'emploi dans un autre état, de son désir que l'endroit revienne à quelqu'un qui en prendrait soin. Calvin n'a rien traduit de tout cela. Il m'a donné les versions les plus courtes possibles, coupant tout ce qui aurait pu faire paraître Damien plus sincère, tout ce qui aurait pu me faire me sentir connecté à la décision. Puis Damien a expliqué une pratique courante qu'il avait vue lors de son séjour à l'étranger. Parfois, les propriétés étaient enregistrées au nom d'un seul conjoint au début pour faciliter le travail administratif, puis ajustées plus tard. Rien d'inhabituel, rien de suspect. Il a demandé directement à Calvin s'il voulait envisager cette option. Calvin s'est légèrement penché en arrière, a baissé la voix et a dit en allemand, « Elle n'a pas besoin de savoir. De toute façon, elle ne comprend rien. C'est moi qui paie. C'est moi qui décide. » Cela ne la regarde pas, la phrase a atterri en moi comme une porte qui claque. Mes mains sont devenues froides. Ma tasse de café a tremblé. Chaque mot s'est enfoncé en moi avec une clarté aiguë. Cela ne la regarde pas ma maison. Pas mon avenir. Pas ma vie. J'ai fixé le sol pour que Calvin ne voie pas mon visage changer. J'ai écouté alors qu'il poursuivait la conversation avec une confiance détendue, inconscient que la femme assise à quelques centimètres de lui sentait tout son mariage se défaire fil par fil. À ce moment-là, ce n'est pas la colère qui est venue en premier. C'est le chagrin, lourd et soudain. Le genre de chagrin que vous ressentez quand vous réalisez que quelqu'un en qui vous aviez confiance ne vous a jamais vraiment considéré comme une égale. Pendant des années, je m'étais effacé, croyant que ma voix avait juste besoin de plus de patience ou de plus d'efforts. Maintenant je voyais la vérité clairement. Ma voix n'avait jamais compté pour lui. Une fois que vous entendez quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas revenir en arrière et faire semblant de ne pas l'avoir entendu. J'ai levé les yeux vers Damien et pendant une fraction de seconde, ses yeux se sont posés sur moi. Quelque chose a changé dans son expression, subtile mais réelle, comme s'il sentait que l'air avait changé. Il s'est éclairci la gorge et m'a demandé en anglais ce que je pensais de l'endroit. La question m'a fait l'effet d'une corde lancée vers moi en eau profonde. J'ai forcé un petit sourire et j'ai dit que l'appartement était magnifique. Calvin m'a interrompu rapidement, faisant l'éloge de l'agencement, de la vue, ramenant la conversation sur lui-même. Damien a hoché la tête poliment, mais son regard est revenu sur moi une fois de plus, et j'ai eu le sentiment troublant qu'il comprenait plus que Calvin ne le réalisait. Le trajet de retour a été étrangement silencieux. Calvin a fredonné sur la radio, tapotant ses doigts sur le volant, comme si la journée s'était déroulée exactement comme il l'avait prévu. Pendant ce temps, je regardais par la fenêtre, rejouant ces mots jusqu'à ce qu'ils forment un nœud dans ma poitrine si serré que je pouvais à peine respirer. La ville défilait floue, les lampadaires s'étirant en ligne. Quand nous avons atteint notre immeuble, Calvin a marché devant, les clés déjà en main, comme si la journée l'avait épuisé de la façon dont une performance épuise quelqu'un qui croit mériter des applaudissements. Je l'ai suivi à l'intérieur, mon corps bougeant par habitude alors que mon esprit avait l'impression d'avoir été lâché dans une vie différente. Au moment où nous avons franchi la porte d'entrée,
Calvin s'est dirigé tout droit vers le canapé. La télévision s'est allumée, remplissant la pièce de bruit. Je me tenais dans le couloir, agrippant la lanière de mon sac à main. Normalement, j'aurais attendu un moment plus calme. J'aurais rassemblé mon courage lentement pendant des heures ou des jours, mais quelque chose en moi ne permettait plus le silence. Je suis entré dans le salon et j'ai dit qu'il fallait qu'on parle. Calvin n'a pas détourné le regard de l'écran. Il a soupiré bruyamment, le genre de soupir destiné à me punir de parler. Il a demandé si cela pouvait attendre parce qu'il venait juste de s'asseoir. J'ai surpris chacun de nous en disant non, pas cette fois. Il m'a regardé, les sourcils froncés, surpris par la fermeté de mon ton. J'ai demandé quel nom il comptait mettre sur le titre de propriété. Il a cligné des yeux, confus, puis a répondu rapidement que bien sûr, ce seraient nos deux noms. Il l'a dit avec désinvolture, comme si la question était stupide. Pendant une seconde, je me suis demandé s'il croyait vraiment à son propre mensonge. J'ai pris une respiration et je lui ai dit ce que j'avais entendu, chaque mot, dans la langue qu'il croyait que je ne comprenais pas. La couleur a quitté son visage. Il s'est levé lentement comme s'il n'était pas sûr de la façon d'arranger son expression. Il a demandé d'une voix basse quand j'avais appris l'allemand. Je lui ai dit que la question n'avait pas d'importance. La trahison, oui. Calvin a essayé de se reprendre en riant une fois, un rire sec et méprisant, mais cela n'a pas fonctionné. Il a demandé pourquoi je l'avais caché, comme si mon secret était l'offense. Je lui ai dit que je l'avais caché parce qu'il se moquait de tout ce que j'essayais de faire pour moi-même. Sa bouche s'est pincée. Il a fait les 100 pas dans la pièce, rejetant déjà la faute de la manière dont il le faisait toujours. Il a dit qu'il subvenait à nos besoins, qu'il gérait mieux les choses, qu'il comprenait comment le monde fonctionnait, que je réagissais de façon excessive. Quand je n'ai pas reculé, sa voix s'est élevée, il m'a accusé d'essayer de déclencher une dispute, de l'humilier, d'écouter hors contexte. Je l'ai regardé tourner en rond dans la pièce comme un homme cherchant une issue qui lui permettrait de garder sa fierté. Pour la première fois de notre mariage, ces mots ne se sont pas enfoncés en moi. Ils ont heurté un mur parce que j'en avais enfin un. Je lui ai dit calmement qu'il parlait de moi comme si j'étais un enfant, pas une partenaire. Il s'est moqué et a dit qu'il simplifiait un processus, que cela serait arrangé plus tard. Je lui ai demandé pourquoi il avait dit à un inconnu que cela ne me regardait pas. Il n'avait pas de réponse. Il a essayé de transformer la conversation en une leçon sur les finances et la responsabilité. Je lui ai dit que la responsabilité n'était pas la même chose que le contrôle. Ses yeux se sont aiguisés comme il le faisait quand il réalisait qu'il ne pouvait pas me ramener au silence. L'appartement a semblé douloureusement immobile après cela, comme si même les meubles écoutaient. Calvin se tenait près de la fenêtre, les mains sur les hanches, respirant fort, agissant comme s'il était celui qui avait été lésé. Je me suis assise sur le bord d'une chaise de salle à manger, les paumes moites, mon rythme cardiaque régulier d'une nouvelle façon étrange. Il a demandé ce que je voulais maintenant. Il a demandé si je le menaçais de divorce. Pour la première fois, j'ai répondu sans peur. Je lui ai dit que je ne pouvais pas rester dans un mariage où ma voix ne signifiait rien. La phrase a atterri comme une pierre. Calvin a semblé offensé, pas blessé, comme si ma défiance était la seule trahison qu'il pouvait reconnaître. Il a attrapé ses clés et a marmonné qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir. Il a annoncé qu'il resterait chez son ami Mika pendant quelques jours. Il l'a dit avec la confiance d'un homme qui s'attendait à ce que je retrouve mes esprits pendant son absence. Il est sorti et la porte a claqué derrière lui. Quand le son s'est estompé, le silence qui a suivi était différent du silence avec lequel j'avais vécu pendant des années. Il ne semblait pas lourd. Il semblait honnête. Je suis allé dans la chambre, je me suis assise sur le sol et je me suis laissé pleurer. Non pas parce que je voulais qu'il revienne. Non pas parce que je regrettais d'avoir parlé. J'ai pleuré pour les années que j'avais perdues, pour les parties de moi-même que j'avais abandonnées, pour la femme que j'avais presque oublié que je pouvais être. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec les yeux gonflés et un esprit qui ne voulait pas se calmer. Calvin n'était pas rentré à la maison, et pour une fois, je ne me suis pas demandé où il était ni ce qu'il faisait. J'ai fait du café et je me suis assise à la table de la cuisine avec mon téléphone à la main. La lumière du soleil tombait sur la table en une bande nette, et quelque chose dans cette lumière m'a fait me sentir à la fois exposé et déterminé. J'ai cherché des informations que j'avais évitées toute ma vie d'adulte. Procédure de divorce, droit de propriété, séparation financière, consultation juridique.
Chaque article me faisait l'effet d'une porte qui s'ouvrait. J'ai pris des notes dans un nouveau cahier, avec la même écriture soignée que j'utilisais au travail. Je ne paniquais pas. Je planifiais. Cet après-midi-là, j'ai appelé Damien. Mes doigts tremblaient en composant le numéro, et une partie de moi craignait qu'il ne me trouve ridicule ou dramatique. Quand il a répondu, sa voix était chaleureuse et posée. Je me suis présenté et je lui ai dit que nous avions visité son appartement la veille. Il y a eu un silence, puis il a dit doucement que je parlais allemand. Je l'ai admis tranquillement et j'ai dit que j'avais tout entendu. Damien a expiré lentement, et quand il a repris la parole, son ton avait changé. Il m'a dit qu'il se doutait que je comprenais plus que mon mari ne le réalisait parce que j'avais été trop silencieuse, le genre de silence qui n'est pas vide mais sur la défensive. Il s'est excusé pour la gêne et a dit qu'il n'avait pas aimé ce qu'il avait entendu. J'ai essayé de lui dire que nous n'achèterions pas l'appartement, que j'étais désolé de lui avoir fait perdre son temps, mais il m'a arrêté. Il m'a dit de ne pas m'excuser. Il a dit que la conversation lui rappelait quelque chose que sa sœur avait vécu, un mariage où une personne décidait de tout et traitait l'autre comme un accessoire. Il a dit qu'elle était partie et qu'elle avait construit une vie meilleure, et qu'il l'avait regardée redevenir elle-même. Ces mots ont fait se desserrer quelque chose dans ma poitrine. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de me sentir vu. Damien m'a proposé de baisser un peu le prix et d'attendre que je règle ma situation si je voulais toujours l'appartement. Je lui ai demandé pourquoi il ferait ça. Il m'a dit que tout le monde méritait une chance équitable de recommencer. Après avoir raccroché, je me suis assise à table en regardant la vapeur s'élever de mon café. L'espoir est une chose silencieuse. Il n'arrive pas comme une parade. Il arrive comme une petite lumière que vous remarquez dans le coin d'une pièce que vous pensiez sombre. Les jours qui ont suivi ont semblé flous, comme si je marchais dans un couloir rempli de portes que je n'avais jamais remarquées auparavant. Certaines menaient à la peur, d'autres à l'incertitude, mais une porte menait à la possibilité. J'ai pris rendez-vous pour une consultation avec une avocate. J'ai rassemblé les documents que Calvin gardait toujours dans son tiroir. J'ai imprimé des relevés bancaires, des informations sur le prêt hypothécaire, des fiches de paie, des récapitulatifs de retraite. Chaque papier ressemblait à une preuve que ma vie était réelle, pas seulement le rôle de soutien que Calvin lui attribuait. Calvin est revenu après 3 jours, silencieux et distant. Il a dormi sur le canapé, est parti tôt et est rentré tard. Nous nous sommes à peine parlé. Il fut un temps où cette froideur m'aurait anéanti. Maintenant, cela ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Il voulait le retour du silence parce que le silence l'avait toujours servi. Un soir, il a essayé de glisser dans la routine en demandant ce qu'il y avait pour le dîner, comme si de rien n'était. Je lui ai dit que je ne cuisinais pas pour lui. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Il m'a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai dit que je voulais dire exactement ce que j'avais dit. Il a ouvert la bouche puis l'a fermée, comme s'il ne pouvait pas trouver la version de moi qu'il attendait. Il a essayé une autre approche. Il s'est excusé d'une manière qui était en fait une plainte. Il a dit qu'il était stressé, il a dit qu'il se sentait peu apprécié. Il a dit que je l'avais mis dans l'embarras. Quand je ne me suis pas adouci, il a encore changé, me disant que j'étais dramatique, me disant que nous pourrions aller de l'avant si j'arrêtais de faire tout un plat d'une seule phrase. Je lui ai dit que ce n'était pas une seule phrase. C'était 15 ans à être traité comme si mon opinion était facultative. Il a ricané et m'a demandé si je pensais pouvoir faire mieux toute seule. La question était destinée à m'effrayer. Au lieu de cela, elle m'a fait réaliser depuis combien de temps je vivais avec la peur de lui prouver qu'il avait tort. J'ai continué à étudier le soir, mais maintenant j'étudiais aussi d'autres choses. Les délais de divorce, les exigences de qualification pour un prêt hypothécaire, les projections budgétaires. J'ai appris que je pouvais légalement réclamer la moitié de ce que nous possédions ensemble. J'ai appris que mon historique d'études et de travail comptait plus que Calvin ne l'avait jamais admis. J'ai appris que je n'étais pas prise au piège. L'avocate que j'ai rencontrée était calme et directe, et elle ne m'a pas parlé comme si j'étais confuse. Elle a expliqué les options, a demandé ce que je voulais, et a attendu ma réponse. Quand j'ai dit que je voulais de l'équité et une séparation nette, elle a hoché la tête comme si c'était tout à fait logique. Ce simple respect m'a fait l'effet d'une bouffée d'air. Calvin a remarqué les dossiers sur la table un soir et a demandé ce que c'était. Je lui ai dit que c'était mes documents. Il a demandé pourquoi ils étaient sortis. Je lui ai dit que c'était parce que je ne demandais plus la permission de comprendre ma propre vie.
Son visage s'est tendu. Il a dit que nous n'avions pas besoin d'avocat. Il a dit que nous pouvions régler les choses en privé. Je lui ai demandé pourquoi il voulait de l'intimité maintenant. Alors qu'il avait été à l'aise pour dire à un inconnu que cela ne me regardait pas. Il a répliqué que je déformais tout. Je lui ai dit que je voyais enfin tout clairement. Il a pointé mon cahier du doigt et a demandé si j'essayais de le punir. Je lui ai dit que j'essayais de me protéger. Une semaine plus tard, j'ai trouvé une offre d'emploi qui a fait bondir mon cœur. Une entreprise internationale avec des bureaux dans plusieurs villes des États-Unis avait besoin d'un spécialiste en comptabilité pour travailler avec des succursales européennes. Allemand requis. J'ai fixé l'annonce comme si c'était un message qui ne s'adressait qu'à moi. Mes mains tremblaient pendant que je mettais à jour mon CV. J'ai soumis ma candidature avant de pouvoir me dissuader. Calvin est rentré ce soir-là et a demandé pourquoi j'avais l'air si surexcité. Je lui ai dit que j'avais postulé pour un nouveau poste. Il a demandé où. Je lui ai dit au centre-ville, une entreprise avec des clients internationaux. Il a souri avec mépris et a demandé si je pensais pouvoir gérer ça. Je l'ai regardé et j'ai dit oui. Le mot a sonné ferme dans ma bouche. L'entretien est arrivé vite. Je me suis assise dans une salle de conférence lumineuse en face d'une responsable du recrutement nommée Madame Whitfield et d'une autre femme de l'équipe financière. Elles m'ont interrogé sur mon expérience, ma gestion des délais, mon aisance avec les rapports complexes. Puis Madame Whitfield est passée à l'allemand sans prévenir. Mon pouls a fait un bond, mais ma voix n'a pas tremblé. J'ai répondu clairement en expliquant un processus de mon travail actuel et en posant une question sur leur système de reporting. Les femmes se sont regardées, surprises et impressionnées. Madame Whitfield a souri et a dit qu'elles avaient besoin de personnes capables de naviguer entre les systèmes et les cultures sans hésitation. Quand j'ai quitté le bâtiment, l'air de la ville m'a semblé plus froid mais plus pur, et j'ai réalisé que je souriais sans vérifier l'humeur de qui que ce soit d'autre d'abord. Une semaine plus tard, j'ai reçu l'offre. Un salaire plus élevé, de meilleurs avantages sociaux, une marge de progression. Calvin a lu l'email par-dessus mon épaule et a demandé combien c'était payé. Quand je lui ai dit, il s'est tu, il a essayé de cacher sa réaction derrière un haussement d'épaule désinvolte, mais ses yeux se sont aiguisés. Il a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit que j'étais si sérieuse à propos de l'allemand. Je lui ai dit que je l'avais fait. J'avais fait preuve de sérieux dans chaque tentative que j'avais faite pour grandir et il avait ri à chaque fois. Il a marmonné que j'étais injuste. Je lui ai dit que l'injustice avait commencé bien avant ce travail. Ce soir-là, il a dîné en silence et, pour une fois, je ne me suis pas précipité pour réparer l'ambiance entre nous. La procédure de divorce a avancé comme une machine lente, paperasse, divulgation, réunion qui semblait à la fois clinique et personnelle. Calvin a essayé de plaider pour une séparation en sa faveur, prétendant qu'il payait plus. Mon avocate lui a rappelé que le mariage n'était pas comptabilisé comme une compétition. Calvin a essayé de m'intimider par le ton et le volume. Cela n'a pas fonctionné au bureau de la même manière qu'à la maison. Lors d'une séance de médiation, il s'est penché vers moi et m'a dit que je détruisais notre famille. Je l'ai regardé et je lui ai dit qu'il l'avait détruite au moment où il avait décidé que je ne méritais pas d'avoir voix au chapitre. Le médiateur s'est éclairci la gorge et a demandé à Calvin de concentrer ses commentaires sur l'accord. La mâchoire de Calvin s'est tendue et j'ai ressenti une satisfaction tranquille à regarder le monde refuser de se plier autour de lui. Finalement, Calvin a proposé de racheter ma part de notre appartement. C'était l'option la plus pratiquée, pour une fois, aucun de nous n'a argumenté. Quand le transfert a été effectué, j'ai tenu le chèque dans mes mains pendant un long moment, sentant quelque chose de peu familier s'installer en moi, la sécurité, l'indépendance, la preuve que je pouvais me tenir sur mes propres pieds. J'ai ouvert un nouveau compte à mon seul nom. J'ai mis à jour mon dépôt direct. J'ai changé mes mots de passe. Chaque étape était petite mais définitive, comme verrouiller une série de portes derrière moi. Calvin m'a regardé faire mes cartons avec une incrédulité raide, comme s'il continuait à attendre que je m'effondre en excuses. Je ne l'ai pas fait. Damien a tenu sa promesse. Il a attendu que je finalise les documents et rassemble les dernières pièces de ma nouvelle vie. Quand la banque a approuvé mon prêt hypothécaire, je me suis assise sur le parking devant mon nouveau bureau et j'ai pleuré, non pas de peur mais de fierté. Le jour de la signature est arrivé avec un ciel dégagé et une lumière d'hiver vive. Damien m'a rejointe à l'appartement avec un dossier de papier et un sourire calme.
Il m'a remis les clés quand tout a été terminé et le métal a semblé lourd dans ma paume comme un symbole. Il m'a félicité et m'a dit qu'il espérait que l'endroit deviendrait un foyer où l'on se sent respirer. Je l'ai remercié et pour la première fois depuis longtemps, la gratitude n'a pas ressemblé à une performance. C'était réel. L'emménagement a été épuisant et étrangement joyeux. J'ai choisi les meubles sans demander l'approbation de personne. J'ai choisi les rideaux parce que j'aimais la façon dont ils adoucissaient la lumière. J'ai acheté une petite table pour le balcon, imaginant le café du matin avec la rivière en contrebas. J'ai rempli les armoires avec de la vaisselle assortie parce que j'en avais envie. J'ai mis de la musique en déballant, assez fort pour remplir les pièces, et personne ne s'est plaint. Le premier soir, je me suis assise sur le sol en mangeant un plat à emporter dans un carton, regardant l'espace vide, et j'ai senti quelque chose s'installer dans mes os. La paix. Non pas la paix fragile qui consiste à éviter les conflits, mais la paix solide qui consiste à posséder sa propre vie. Quelques mois plus tard, je me suis inscrite à un cours de certification du soir pour améliorer mes compétences. Au 3e cours, un homme grand au regard posé s'est assis à côté de moi et a demandé si la place était prise. Je lui ai dit que non. Il s'appelait Noah Sinclair. Il a mentionné qu'il reconstruisait sa vie après un divorce et qu'il essayait de faire des choix plus judicieux pour son avenir. Il n'y avait rien de surfait ou de performatif chez lui. Quand il parlait, il écoutait autant qu'il parlait, une chose à laquelle je n'étais pas habitué. Après le cours, il m'a demandé si je voulais comparer nos notes parce qu'il avait manqué une partie du cours magistral. J'ai accepté et nous sommes restés dans le couloir sous les lumières fluorescentes crues, discutant de formules et de délais comme si cela importait, comme si nos voix importaient. C'est devenu une routine. Nous nous retrouvions tôt pour étudier, restions tard pour réviser et lentement les conversations sont passées des cours à la vie. Noah m'a demandé ce qui m'avait fait choisir le programme. Je lui ai dit que je voulais continuer à grandir. Il a hoché la tête comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Un soir, alors que nous marchions vers le parking, il m'a demandé ce que je faisais comme travail. Je lui ai dit comptabilité et reporting international. Il a demandé comment j'avais appris l'allemand. J'ai hésité, puis je lui ai dit la vérité en morceaux simples. Un mariage silencieux. Un cahier secret. Un moment qui m'a forcé à arrêter de disparaître. Noah ne m'a pas interrompu. Il n'a pas fait de discours. Il a simplement dit qu'il était heureux que je me sois choisi moi-même. Les mots étaient doux, pas dramatiques, et cette douceur a fait se serrer ma gorge. Un an après la visite de l'appartement, je me tenais près de mes fenêtres allant du sol au plafond, regardant les lumières de la ville se refléter sur la rivière. Les pièces derrière moi étaient chaleureuses et incontestablement miennes. Chaque chaise, chaque cadre photo, chaque petit détail avait été choisi de mes propres mains. Noah a frappé à la porte quelques minutes plus tard, portant 2 gobelets de café en carton parce qu'il se souvenait de la façon dont je l'aimais. Quand je l'ai fait entrer, il m'a salué avec le même sourire facile. Nous nous sommes assis sur le balcon avec la ville étalée sous nous. Il a cherché ma main, non pas pour contrôler, non pas pour guider, juste pour se connecter. Il m'a dit qu'il était heureux que nos chemins se soient croisés. Je lui ai dit que j'étais heureuse aussi, et ma voix n'a pas tremblé. Plus tard, après son départ, j'ai traversé ma maison lentement, laissant le calme m'envahir. Le silence ici n'était pas une punition. C'était de l'espace. Je suis passé devant le placard du couloir où mon ancienne vie tenait dans des cartons, et j'ai repensé à ce jour au 12e étage. Le moment où Calvin a décidé que je resterais ignorante parce que cela le faisait se sentir puissant. Je me suis souvenu du froid dans mes mains, du tremblement de la tasse de café, de la clarté aiguë de ses mots. Puis j'ai regardé autour de moi la vie que ces mots m'avaient accidentellement construite. Le nouveau travail, le prêt hypothécaire, les cahiers remplis d'objectifs plutôt que de peur, et j'ai senti quelque chose de stable et de définitif s'installer en moi. Calvin m'avait voulu petite. Au lieu de cela, je suis devenu impossible à ignorer, même quand il n'y a personne d'autre dans la pièce. Si vous avez apprécié cette histoire, s'il vous plaît, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer la sortie d'une histoire puissante.